Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est Excellent, votre rendez-vous du dimanche soir sur Sud Radio avec ceux qui excellent dans leur chemin. Ces romans, vous les avez lus et relus, comme beaucoup de Français, mais aussi d'internationaux dans le monde entier, sans oublier que vous les avez vus, pour certains, au cinéma. Alexandre Jardin est un écrivain primé pour qui les mots ne sont pas loin de l'image, puisqu'il a réalisé, mais c'est aussi et presque avant tout un citoyen engagé. Alors Alexandre Jardin, je sais grâce à votre Twitter où vous êtes très actif que vous nous préparez un roman secret pour la rentrée de septembre. Peut-être qu'on aura le droit à quelques confidences, ou peut-être pas, selon votre tête. À mon avis, on n'en aura pas. On va également parler de Vos magiciens, titre de votre tout dernier livre, et bien entendu de votre regard sur l'actualité. Bienvenue. Bonjour. Dans cet Excellent sur Sud Radio, nous créons le lien entre ceux dont la valeur commune est la volonté d'excellence et qui ont la générosité de venir nous raconter leur engagement. Il a cofondé un des plus singuliers groupes hôteliers français avec brio, en menant l'expérience de la volupté vers son paroxysme. Attention, Emmanuel Sauvage est directeur du groupe Évoque Collection et crée de véritables expériences avec un grand E, il y tient, au sein de ses établissements. Alors à l'heure où il se développe en Europe, vers l'Espagne, l'Italie, fait rayonner notamment le savoir-faire à la française de ses architectes et artisans, des espaces de vie où les maîtres mots sont le respect, l'excellence et l'élégance. Ce qui me donne envie de dire c'est excellent. Emmanuel Sauvage, bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Bonjour, c'est excellent. Bienvenue chez vous, chers auditeurs. Alexandre Jardin, rebonsoir. Alors, avant de parler de votre travail de création, on va parler de votre engagement quand même, parce que vous êtes très très engagé, par nature. Mais pour moi, être citoyen, ça ne consiste pas à voter de temps en temps. Ouais. Ça consiste à faire ce qu'on peut faire, ce qui est à sa portée, pour réparer une société autour de soi. Oui. Et je me suis très vite rendu compte que je pouvais faire beaucoup de choses sans être ministre, sans disposer d'une majorité. Je pouvais engager des tas de réformes en créant des associations ou en faisant faire des choses à des entreprises. Parce que il me semble que si on veut changer le monde en bougeant des grands chiffres, aujourd'hui, il faut faire des choses à des entreprises. Faut être dans la réalité, quoi. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Que je suis... ou alors il faut hybrider ce que les associations font en les faisant coopérer avec des entreprises. Allez-y. Il y a un éditeur jeunesse extraordinaire qui s'appelle Lire c'est partir. Ouais. C'est un type qui a fondé ça il y a 20 ans, qui est un éditeur associatif qui vend des albums jeunesse en dehors du marché du livre, dans les cités, dans les campagnes, et il les vend à 80 centimes. Et il fait des premiers tirages à 65 000, et il vend 3 millions d'exemplaires par an, en dehors du marché du livre, sans que personne dans le centre de Paris s'en soit rendu compte. Et il a 350 titres, enfin une politique d'auteur absolument extraordinaire. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'il n'en vende pas 3 millions, mais 50. Ouais. S'il fait ça, c'est une réforme de société. Et donc, là, je dis pas qu'on en est à 50, dans l'action, quoi. mais on a fait une alliance avec le groupe Cultura. On a fait une expérience de vente sur les parkings à Maurepas. Le jour où on a fait ça, 13 000 albums sont partis. Génial. Et le chiffre du magasin a monté de 50%. Bravo. Du coup, Cultura a réfléchi, ils ont remis le truc, et on a recommencé dans toute la France, et il y a 3 semaines, 800 000 exemplaires ont été vendus en une journée. Bravo. Donc vous voyez... Comme quoi, les gens ont besoin de culture aussi. Oui. Abordable. Mais ça suppose un travail d'ingénierie qui consiste à mettre les gens autour de la table. Bien sûr. Ce que fait pas forcément le président, en tout cas c'est ce que vous lui reprochez, notre président Macron. Juste avant que vous vous enchaîniez sur lui, justement, je voulais votre petit point de vue. La semaine dernière, j'ai reçu ici Bernard de la Villardière. Ça a fait le tour des réseaux, qui dit être un peu désespéré, a-t-il dit, par tous ces gens qui pleurnichent car ils vont travailler 2 ans de plus, en parlant de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous lui répondez, Alexandre Jardin, Bernard de la Villardière? Qu'on peut pas faire le bonheur des êtres humains sans eux. Ça n'existe pas. Donc, maintenant qu'on est bien dans une crise où la violence est partout, il va falloir qu'on trouve d'autres ouvertures, que d'autres gens qui, pour l'instant, ne sont pas dans la négociation, viennent. Et moi, ma conviction très profonde, c'est qu'on va s'en sortir par les associations de maires. Expliquez-vous. La dernière fois, comment on est sorti des Gilets jaunes? L'Association des maires ruraux de France a pris une initiative qui était dans les mairies, d'ouvrir les mairies pour rédiger des cahiers de doléances. Ensuite, Macron a essayé de phagocyter le truc pour en faire... On ne sait pas trop ce que c'est devenu, effectivement. Ils se sont fait avoir au moment où c'est devenu le grand débat. Mais ça a quand même fait sortir le pays de l'ultra-violence. Mais vous voyez bien qu'au départ, à Paris,
entre gens chics ayant du pouvoir, personne pensait aux cutéreux. Personne ne pensait aux gens des villages. Personne ne pensait aux petits maires. Ce sont pourtant eux qui ont apporté la solution. Et il me semble qu'aujourd'hui... C'est ce qui manque. J'entendais ce matin Laurent Berger qui demandait un arbitre, qui demandait un médiateur. Et il me semble que ce médiateur, ce sont les maires. Et alors justement, sur Madame Hidalgo, par exemple, à Paris, elle n'est pas tellement dans un rôle de médiation, justement. Donc est-ce qu'elle n'est pas dans son rôle ? Mais sur 36 000 communes, vous avez toujours quelques égarés. D'accord. Mais c'est pas possible que 36 000 délires. Okay. Parce que ça n'existe pas. En vrai, ça n'existe pas. Vous pouvez pas prendre 36 000 personnes. Donc vous dites qui que Madame délirent Hidalgo, elle est égarée, en fait. Alexandre Jardin. Mais pas emballé. Bon. D'accord. Mais là, au stade où on en est, on n'est pas là pour continuer à s'envoyer des assiettes dans la figure. Ouais. Et il faut qu'on arrive à fabriquer des solutions. Et s'il y a des maires qui m'écoutent, prenez contact avec vos associations. Si vous êtes une petite ville dans l'assaut des petites villes, si vous êtes un village à la MRF, mais il va falloir un moment que la grande centrale qui réunit tous les maires, l'association des maires de France, l'AMF, qui est dirigée par David Lisnard, le maire de Cannes, entre dans la danse. Les acteurs nationaux, pour l'instant, sont en train de bloquer le système et de fabriquer une situation inextricable. Alors donc, justement, vous dites aussi sur Twitter, Alexandre Jardin, vous posez une question plus précisément. Le problème aujourd'hui est la réforme des retraites ou est-ce que c'est une crise du système ? Ce à quoi ceux qui vous suivent, ils prennent le parti de la crise. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? On est vraiment dans une crise de système ? Il faut repenser ce système ? Justement, est-ce qu'il faut par exemple changer de république comme certains disent ou est-ce qu'il faut faire évoluer les acquis ? On peut pas continuer avec un système ultra centralisé qui est en réalité gouverné par une technostructure, par une bureaucratie, tout simplement parce que personne n'en veut plus dans le pays. Ouais. C'est-à-dire quand vous allez dans une réunion de maires, dans un département, que vous leur posez la question, qui ici dans la salle est dans la légalité ? Vous avez un fou rire. Ah oui. Tout simplement parce que le système bureaucratique est devenu fou. Pas seulement pour les entrepreneurs, mais également pour les dirigeants d'associations, également pour les mairies. On a un système bureaucratique devenu fou. Complètement cinglé. Quand je dis cinglé... oui, pourquoi vous dites ça ? Parce que ce système bureaucratique qui en réalité a le pouvoir et qui se fait relégitimer tous les 5 ans avec l'apparence d'une présidentielle... en réalité, fabrique de la contradiction en permanence. Si vous voulez avoir 20% de logements sociaux et respecter la loi, aujourd'hui, vous pouvez plus. Parce que si vous êtes maire, vous n'avez même pas accès à votre foncier. Vous dites aussi qu'il manque de grandeur, hein, c'est ça, ce système. Et le président, en l'occurrence ? Je pense qu'au-delà de l'individu, on a un problème de système. Et que les systèmes fabriquent des individus. Actuellement, on a un président qui est issu de l'inspection générale des finances, qui est un parfait grand financier de Bercy, mais qui est l'expression de ce milieu-là. Et qui sent pas tellement la glaise. Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel Sauvage ? Il sent pas la glaise, le président Macron ? Pas tout à fait. Je pense qu'il faut être il faut bien comprendre la France pour gouverner la France comme un chef d'entreprise doit connaître son entreprise. Témoigner, vous. On doit connaître la France. Et c'est vrai que là, il y a quand même, je pense que la plupart des Français sentent un mépris de prise de parole en prise de parole. Et il faut, je pense, calmer le jeu. C'est pas possible de continuer ainsi. Ouais. Vous, Emmanuel Sauvage, vous êtes directeur général du groupe Evoque Collection, mais aussi président de la branche hôtellerie du Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration, le GNI. On a envie de connaître justement votre expérience de ce conflit actuel au cœur de votre métier. Qu'est-ce que vous entendez et vos employés chez Evoque, qu'est-ce qu'ils en disent ? Alors, on vient de parler de hauteur. Je pense qu'il faut prendre de hauteur et pas parler simplement de l'hôtellerie-restauration, même si j'ai des fonctions autres. Je pense qu'il faut parler de la destination France. La destination France, en fait, elle souffre. Je suis désolé. Voir de telles images, pour moi, sans parler d'économie, je trouve, c'est très dur. Voilà, je trouve que notre pays est mis à mal par. Voilà, je ne parle pas du tout du problème en fait. Je parle juste de l'extérieur, de la vision extérieure pour le moment. Et c'est vrai que cette vision est terrible pour nous parce que la destination France est mise à mal. C'est le premier pays touristique au monde. Et en fait, on n'en prend absolument pas soin. On perd de la valeur, quoi.
Voilà, déjà il n'y a pas de ministère du tourisme en France, alors que c'est quand même la première destination touristique au monde. Je trouve que c'est toujours été difficile, et c'est vrai que ça me fait mal, parce que c'est pas que l'hôtellerie-restauration qui est touchée, c'est tous les métiers qui sont touchés par ça, parce que pour faire des hôtels il faut des maçons. Voilà, c'est tout l'écosystème qui est fragilisé, et surtout principalement déjà même voilà, notre beau pays, il est quand même vraiment mis à mal. Alors les médias parfois y participent, mais bon, ça c'est quand même très mis à mal en ce moment, je trouve. Et alors, qu'est-ce que ça serait la solution pour vous, Emmanuel Sauvage ? Déjà la solution, elle partait du départ. Déjà on est parti pour moi c'est pareil. Je pense que c'est même pas l'histoire de la réforme le problème, c'est l'histoire de la méthode. Je vais dire de toute façon, quand on pilote une entreprise, alors moi je vais dire que le président, je suis désolé, mais quand on dit que le président il gère comme un chef d'entreprise, excusez-moi, moi je gère pas comme un chef d'entreprise. Comment vous gérez vous ? Je sais pas, mais un chef d'entreprise, s'il se retrouve dans cette situation dans son entreprise, il a un problème quand même. C'est-à-dire le dialogue social existe partout. La compréhension de l'entreprise est très importante. Et la valorisation des employés aussi. Bien sûr. Et je vais juste revenir sur un sujet par rapport à une expérience passée de ma vie, où j'avais un président d'un groupe dans lequel je travaillais. Quand il nous voyait en réunion, en fait, on avait l'impression à la fin de la réunion qu'on travaillait pas dans le même groupe. Bon, là, c'est un peu la même chose. Moi, je pense que c'est très important que lorsqu'on gère un groupe ou une entreprise, voilà, on soit au plus près des employés, qu'on soit au plus près des collaborateurs, parce que de toute façon, on travaille tous ensemble. S'il n'y a pas d'employés, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas d'entreprise. Donc, on doit travailler tous ensemble. Bien évidemment, alors moi, je trouve que la valeur humaine, c'est très important. C'est l'inverse de ce que fait nos gouvernants actuellement. Donc, c'est vrai que la valeur humaine est très importante, de les comprendre, de les entendre, de les aider. En fait, on est dans des périodes complexes, donc il est essentiel de les mettre au cœur du problème, et essayer de comprendre pourquoi on en arrive à cette situation. Et puis un problème de communication. Alors, je ne sais pas où sont les communicants, parce que dès le départ il y avait des erreurs, c'était mal ficelé dans la communication. Et puis il faut travailler. Ils sont pas toujours très écoutés, m'a-t-on dit. Peut-être, mais c'est vrai que les relais, en fait, je pense que tout était problématique dans cette réforme, et je pense que ce soit cette réforme ou une autre, le problème serait exactement le même. C'est-à-dire en ayant cette méthode-là, c'est pas possible d'arriver à un résultat, en fait. C'est principalement Cet échange est passionnant. On va continuer tout de suite, messieurs. Parlons vrai sur Sud Radio avec l'écrivain qui n'est plus à vous présenter, Alexandre Jardin, et le directeur général du groupe Évoque Collection, engagé pour notre plaisir à tous. Emmanuel Sauvage, on revient juste après ça. Restez là. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Chers auditeurs, c'est un bon choix. C'est excellent ce soir, comme tous les dimanches, avec l'écrivain Alexandre Jardin et le directeur général du groupe Évoque Collection, Emmanuel Sauvage. Alors, Emmanuel Sauvage, on va continuer sur l'échange de juste avant, mais quand même pour nos auditeurs de Sud Radio, je vous présente un peu. Le groupe Évoque Collection, vous l'avez fondé avec votre investisseur Pierre Bastide en 2014. Et Romain Ezerman. Bien sûr, évidemment, très important. Et vous avez créé une expérience unique à chaque fois au sein de vos divers établissements. Alors, il y en a pas mal à Paris pour l'instant. Ça va du Brac dans le 16e, l'hôtel Le Brac, au Nolinski à Opéra, en passant par le Cinnor dans le Marais, ou le bien nommé Cours des Vosges, place des Vosges, sans oublier le restaurant par exemple du Palais Royal, qui est un restaurant étoilé, et tous vos autres projets en cours. Et alors, votre différence avec les autres hôtels haut de gamme de la capitale, c'est justement que vous cultivez votre différence, et aussi la manière dont vous avez, moi je l'ai remarqué ça parce que je suis venue dans vos établissements, de présenter votre staff. En fait, Alors oui, moi je pars du principe que de toute façon, en fait, parfois on a dit qu'on avait cassé les codes. J'estime qu'on n'a pas cassé du tout les codes de l'hôtellerie. On s'est simplement adapté au nouveau style de nos clients. Les clients des hôtels de luxe, en tout cas les clients du luxe, ont complètement évolué. C'est exactement la même chose quand on parle finalement d'employés, de tout. En fait, c'est qu'il faut simplement écouter, comprendre l'environnement dans lequel on est. Donc les clients du luxe ont complètement évolué. Maintenant, dans toutes les boutiques, on se rend compte. Et donc bien évidemment, l'hôtellerie c'est pareil. Pour moi, les palaces sont le passé, Évoque c'est maintenant et l'avenir. C'est-à-dire qu'une démultiplication de différents styles de vie pour différents styles de luxe. Bien évidemment, chaque client est différent. Et donc c'est vrai que aussi, justement, cette principale différence, c'est que souvent, avant, en fait, on enlevait la personnalité des collaborateurs. Chez nous, c'est très important. En fait, de l'affirmer. Justement, cette fameuse valeur humaine dont vous parliez. Voilà, moi je pense que la valeur humaine est essentielle. De toute façon, c'est très important qu'on parle de toute façon, moi j'aime bien qu'on dise que c'est une famille Évoque, c'est une communauté, donc avec nos collaborateurs, collaboratrices. Mais c'est exactement la même chose quand on parle finalement de la France, c'est-à-dire que c'est la communauté. C'est-à-dire qu'on doit être quand même tous ensemble quand il y a une problématique, essayer de la résoudre tous ensemble. On peut pas la résoudre seul. Et de voir la grandeur des autres. Oui.
Voilà, c'est important. Et ce qui me touche dans ce que vous dites, votre manière de gérer ce que vous faites, c'est que vous partez du talent des autres. C'est très important, c'est là. Et c'est vrai qu'il me semble que vous avez totalement raison. C'est-à-dire que gouverner un État ou gouverner une entreprise, finalement, c'est la même chose. Ça n'est jamais que emmener les autres vers leur partie haute. C'est les élever. Oui, les élever. C'est les guider, les élever. C'est très important en fait. C'est ce qu'on attend d'un chef de l'État. C'est voilà, on attend d'un chef de l'État qui réunisse la communauté, qui réunisse les Français et pas l'inverse. Et donc c'est vrai que plus ça va, plus on s'enlise. Donc je pense qu'il est essentiel de trouver des solutions rapides pour que tout le monde puisse retrouver de la sérénité. On va aller chercher les maires justement et on sur va les cet remettre. enlisement, Alexandre Jardin, je vais vous citer. Vous avez dit sur Twitter, Alexandre Jardin, plus l'époque Valdingue, plus j'ai confiance en l'issue. Quand on ne sait plus quoi faire, on redevient vivant, vent dans une voile. C'est joli. Il faut toucher le fond pour remonter à la surface, en fait. En France, on fait comme ça. Ouais. Dans notre beau pays. Ce qui veut dire que, au terme de ce qui peut prendre l'allure d'une révolution, au terme de ça, on reste un pays qui, regardez autour de vous, on reste un pays qui est bourré de gens absolument géniaux. C'est vrai. Donc, fatalement, on va en sortir par le haut. Et fatalement. Le truc, c'est qu'il faut qu'on le fasse. C'est la solution avec possible. Un minimum de morts, avec un minimum. Oui, bien sûr. Oui. Mais la France s'en sort toujours. Donc finalement, ce qui manque actuellement, c'est l'incarnation, c'est de l'identité et transmissible, transmettable. C'est remettre les gens au même niveau tous, quoi. Oui, mais on peut plus continuer avec un système où une bureaucratie parisienne décide de tout. Oui, Alexandre Jardin. Il y a un système qui marche pas. Faut décentraliser. Radicalement. Décentraliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire confiance aux gens. Pas d'accord, Emmanuel Sauvage, après. Tout à fait. On est quand même d'accord sur beaucoup de choses. Mais je vais vous prendre un exemple tout bête qui m'est arrivé. Et Sud Radio nous a beaucoup aidé. Oui. Puisque avec mon amoureuse. Au moment du zèbre. Non. Là, j'ai acheté une maison avec une femme sans l'avoir vue. La femme ou la maison? J'avais vu la maison, mais pas la femme. Et donc j'ai demandé à une agence. J'ai dit, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. C'est excellent. Ils vous ont pris quoi? Oui, c'est excellent. Oui, mais on l'a fait. On l'a vraiment fait. Et donc, on a créé cette maison. Je me suis retrouvé dans un village. Et un jour, à la boulangerie, j'apprends que le maire, près de Narbonne, a un problème. Comme tous les maires du Sud, il a peur du feu. Bon. Et la meilleure manière de traiter les sous-bois, c'est les troupeaux de chèvres. Parce que les chèvres mangent les mauvaises herbes. Et il était tout heureux parce qu'il avait trouvé un troupeau de 500 chèvres qui allait venir nettoyer les sous-bois de la commune. Quand il reçoit, un papier de la préfecture et de l'administration qui gère les chèvres, interdiction de faire venir le troupeau parce que la chèvre ne distinguerait pas le pissenlit bleu du je sais pas quoi. Donc, il fallait le mec devient fou, il dit mais ça fait 3000 ans qu'autour de la Méditerranée, on demande aux chefs de nettoyer. Donc, et surtout, si ça flambe, votre pissenlit bleu. Et donc, qu'est-ce que c'est votre rôle là-dedans, Alexandre Jardin? J'ai joué l'attaché de presse et je l'ai fait inviter sur Sud Radio un matin. Le maire. Il est venu raconter. Parlons vrai sur Sud Radio. Les auditeurs de Sud Radio se sont mobilisés. Et là-dedans, il y avait des journalistes du Figaro qui ont fait une demi-page. La demi-page a provoqué 2 JT. Voilà. Et la préfecture est revenue en rampant et nous avons mis KO l'État et les chefs sont... Ça, c'est un acte citoyen. Alexandre Jardin. Oui, mais vous voyez bien qu'il peut pas y avoir tout le temps les auditeurs de Sud Radio qui se mobilisent parce que c'est pas un mode de gouvernement. Sur la décentralisation, je vois qu'Emmanuel Sauvage n'était pas tout à fait d'accord. Alors j'aimerais savoir pourquoi. Alors justement, on est en développement à l'étranger et justement par rapport à ça, en discutant que ce soit principalement en Espagne, c'est vrai qu'ils sont très décentralisés et justement la décentralisation fait que c'est aussi très complexe parce que justement chaque région, chaque territoire a ses propres règles et du coup c'est c'est assez complexe parce qu'après d'une frontière de région à une autre, de 2 villes à une autre à 50 km parfois c'est plus du tout la même chose, c'est plus les mêmes lois, le droit du travail n'est pas le même d'une région à l'autre, les choses sont très différentes et donc ça devient très complexe. Moi je pense que
en fait, on est quand même d'accord. Hein, parce que finalement, c'est qu'il y a les normes, en plus, selon les normes européennes, qui sont généralement, en fait, en France, parce qu'en Espagne, par exemple, ils ont les mêmes normes sur beaucoup de choses aussi, mais elles sont plus simples. C'est-à-dire qu'on en rajoute, nous, parce qu'on aime bien, au passage, on aime bien... La fameuse bureaucratie française. On est totalement d'accord. On rajoute administration... Et cinglé, quand même. C'est Astérix. Je dirais pas ça, parce que bon, on les rencontre régulièrement, ils sont formidables. Mais ils ont quand même, c'est quand même très important de remettre tous les corps intermédiaires aussi avec l'administration et avec l'État, parce que c'est très important d'avoir tous les retours terrain régulièrement. On a fait à certaines époques et récemment quand même, on a essayé de tout balayer, toute l'histoire, balayer tout le fonctionnement de tout ça. Bon, ça ne marche pas. Mais il est clair qu'on est enlisé dans des normes de la surnorme, et on en refait, et on en rechange, et on en refait, et on en rechange. Mais la décentralisation, pour moi, en tout cas, n'arrangerait pas forcément, en tout cas sur cette partie-là, n'arrangerait pas forcément les choses. En revanche, je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y a une réalité au terrain. C'est-à-dire qu'on a supprimé, par exemple, le cumul des mandats entre le député et le maire. Et moi, ça, vous pensez que c'est une erreur, Ah bah, pour moi, c'est une folie. Parce que c'est un décadrage. C'est ça que vous pensez, Alexandre Jardin, aussi? On expédie au Parlement des gens qui ne se sont pas occupés des autres. Quand vous êtes maire, on vient vous emmerder parce que du matin jusqu'au soir. Parce qu'il faut faire manger les chèvres. Oui, voilà. Non, mais donc vous vivez avec les autres. Quand vous n'avez pas d'expérience sur le terrain, en fait, vous pouvez pas représenter le peuple, quoi. C'est ça que vous voulez dire. C'est une folie. Pour être député en France. Pourquoi c'était si important de l'éviter, ce cumul? Parce qu'il y a eu une vague médiatique qui a diabolisé. C'est encore nous les médias, quoi. Non, mais il y a une vague médiatique qui diabolisait le fait. On disait le cumul. Alors c'est vrai qu'il cumulait X mandats, ça n'avait pas de sens. Mais il fallait. Moi, je considère qu'il faut demander au moins. Qu'as-tu fait de ta vie, quoi? Et avant de te faire élire, est-ce que tu t'es un peu occupé de la complexité du réel? Ça peut être un mandat associatif aussi. Vous avez 3 minutes au bac. T'es-tu occupé de la complexité du réel, Emmanuel Sauvage? Est-ce que vous en êtes occupé? Un chef d'entreprise. Alors justement, merci pour la transition, parce que la complexité du réel, Emmanuel Sauvage, il est en plein dedans, puisqu'en fait, il nous propose un réel amplifié, agréable, un réel où justement il fait appel à de grands architectes comme Philippe Starck, Jean-Louis Degnaud, pour créer des hôtels sublimes. En cuisine, il y a les meilleurs ouvriers de France. Vous poussez l'expérience à son paroxysme en fait, mais surtout car chez vous le plaisir des clients il passe par une exigence toute particulière. C'est un peu ce qu'on raconte depuis tout à l'heure aussi finalement. Oui, c'est très important. De toute façon, moi je dis qu'on évolue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette rigidité, parce que justement souvent l'excellence ancienne c'était quand même une certaine rigidité. Moi je trouve qu'on retire cette rigidité, mais d'ailleurs c'est encore plus compliqué d'avoir l'excellence en retirant cette rigidité, parce que quand on paraît plus cool et qu'on souhaite que chacun garde sa personnalité, c'est beaucoup plus compliqué que de mettre un cadre et que tout le monde rentre dans le cadre et que là c'est comme ça, pas autrement. Donc c'est plus complexe. Mais c'est ce qui correspond aussi à toutes les envies actuelles. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie d'être justement dans des cadres hyper serrés. On a envie un peu de liberté. C'est les nouvelles générations. On est français, on aime quand même la liberté quand même. Faut pas nous changer. Je pense qu'on est un peu fous. L'idée c'est quand même d'avoir des endroits pour aller faire l'amour avec sa femme. Bah là on est là. Surtout quand on s'appelle Alexandre Jardin et qu'elle est au Canada. Mais oui. On est là pour ça. Moi, je dis toujours, on est créateurs de souvenirs et on propose une vie de rêve en plus. Donc voilà. Donc je vais venir avec ma Canadienne. Voilà. L'humain au centre chez Emmanuel Sauvage. Voilà. C'est excellent sur Sud Radio. On revient à vous, chers auditeurs, dans un instant avec l'écrivain qui parle bien, Alexandre Jardin, et l'hôtelier d'exception, Emmanuel Sauvage, à la tête du groupe Évoque Collection. Restez là, nous on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. C'est excellent ce soir, comme tous les dimanches à 19h, avec l'écrivain aux 1000 mots, Alexandre Jardin, et Emmanuel Sauvage, le directeur innovant du groupe Évoque Hôtel Collection. Créateur de chambres de rêve pour faire rêver votre femme. Voilà. Vous allez aller bientôt. On a compris. Voilà, on va l'accueillir. Il va pouvoir tester le lien toutes les adresses. Entre les adresses ce soir. Voilà. Alors, quand on vous écoute tous les deux parler, et quand on écoute aussi Emmanuel, on se dit que lui, par exemple, vous tissez des liens d'amour, en fait, avec ceux qui viennent par chez vous, parce que on a des souvenirs, on se crée des souvenirs, on passe un bon moment, le staff est agréable, l'endroit est agréable, on mange bien, on dort bien. Voilà, donc c'est vraiment, vous créez de l'amour, en fait. Moi, je pars du principe que de toute façon, dans la vie, on doit prendre que du plaisir.
Moi, je ne peux pas comprendre de ne pas prendre de plaisir. Moi, je considère que on doit prendre un maximum de plaisir et que le travail doit être aussi plaisir pour tout le monde. C'est alors parfois il y a des métiers plus compliqués, mais on doit, en tant que justement chef d'entreprise, les accompagner au maximum pour qu'ils soient le plus, on va dire, le plus agréable possible pour tout le monde. Et puis je trouve que même chacun des métiers, parce qu'on va dire oui, certains sont plus compliqués, on va me donner des contre-exemples, je veux dire que c'est aussi un plaisir d'être là pour que le client prenne plaisir. C'est la base. C'est la base. Si on ne prend pas de plaisir et si on n'aime pas, voilà, c'est des métiers de passion et c'est des métiers où on aime les autres. On peut pas donner du plaisir si on n'en prend pas. On aime les autres, si on n'est pas empathique. Moi, je dis toujours, le niveau d'études, on s'en fout. Le niveau on s'en fout. On vous forme. La principale des choses, c'est l'empathie. Une fois que vous êtes empathique, que vous aimez les autres, eh ben, vous venez avec nous dans l'aventure. On s'occupe du reste. Alors, Alexandre Jardin, vous avez un truc similaire. Vous tissez des liens d'amour, alors vous, avec ceux qui vous lisent. J'ai trouvé un commentaire, en fait, de l'une de vos lectrices sur le web, j'en dis une petite partie, mais que j'ai trouvé assez révélateur. Elle écrit: Alexandre Jardin et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis environ 30 ans et qui a débuté lorsque j'ai lu un de ses premiers romans, Fanfan. Je le trouve génial, émouvant, attachant, mais aussi parfois exaspérant. Il est en tout cas furieusement humain. Votre authenticité, en fait, c'est aussi ça qui crée le lien. C'est que quand on l'écoute parler, cette dame, on a l'impression qu'elle vous connaît. Mais je pense que si vous engagez, parce que vous êtes très profondément dans un livre, vous permettez à la personne qui vous lit d'être en connexion avec elle-même. Si vous fabriquez votre livre, ça n'a pas lieu. D'accord. Si vous vous avancez en zone de risque émotionnel, vous allez permettre à la personne de s'avancer là-dedans. Et c'est ce qui fait que je me suis retrouvé très souvent avec beaucoup de lecteurs et de lectrices qui essayaient certains de mes chapitres. Qui voulaient voir à quoi ressemble la vie si je vis comme eux. Ah. Et vous aussi, vous l'essayez dans la vraie vie. Oui. Vous rencontrez une femme avec qui vous achetez une maison sans l'avoir vue. C'est un sujet de roman, ça, Alexandre Jardin. Oui, mais d'un roman d'une qualité supérieure à ce que je connaissais. Ah. Parce que vous vous êtes dépassé vous-même. Quoi. Oui, c'est la première fois. Ouais. C'est la première fois que je. Parce qu'il y a plein de gens qui lorsque j'ai rencontré cette femme, qui m'ont dit mais tu fantasmes, ça n'existe pas. Non, c'était la première fois que j'appartenais à la réalité. Ouais. Véritablement. Et donc, à partir du moment où vous êtes complètement enraciné, émotionnellement, que vous êtes dans une union totale, vraiment avec une femme, vous êtes dans une autre réalité qui est la vraie réalité. Donc, vous pouvez prendre des libertés. Vous pouvez rentrer dans une agence immobilière et dire « Je veux une maison pour une femme que je n'ai jamais vue ». Parce que vous la connaissez de l'intérieur, cette femme. Vous connaissez... Vous la connaissez mieux que certains couples qui sont ensemble depuis très longtemps, en fait. C'est ça que vous nous dites. C'est ce que j'ai expliqué à un chirurgien qui voulait pas me faire une vasectomie. On saura tout. Il voulait pas, et il me disait non, tant que vous l'avez pas touché. Mais je lui ai dit mais attendez, je communique avec elle 3 heures par jour. Est-ce que combien de temps par jour? Il n'y a pas de stéréotype avec Alexandre Jardin, Emmanuel Sauvage. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, mais il faut pas de stéréotypes dans la vie. Il y a rien de pire. Il y a rien de pire que les stéréotypes, parce que vous nous parlez de ces palaces là qui sont tous construits de la même manière, etc. Il y en a des sublimes. Voilà, on va pas. C'est pas un reproche de ma part, mais le but c'était aussi de casser ces barrières là, en tout cas. Il faut créer un nouvel espace sans stéréotypes. Moi, je trouve que c'est même pas casser ces barrières là, c'est s'adapter au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était le luxe de l'époque. Aujourd'hui, le luxe, c'est pas ça. Le luxe, c'est de comprendre et de devancer exactement l'envie du client. Et puis nous, on parle d'émotion, mais en fait, c'est que ça. On est là vraiment que pour le plaisir. Que ça soit un client business, que ça soit n'importe qui de client, ou alors pour un anniversaire, n'importe quoi, on est juste là pour donner du plaisir, pour travailler justement sur tout ce qui va faire. Donc c'est un vrai travail par rapport justement à chaque client est différent. Il y a celui qui est énervé, celui qui est gentil, celui qui a un problème, celui qui est en train de perdre sa femme, son mari. Bon voilà, il y a quand même tout un tas de situations. Il faut s'adapter à chaque situation, mais lui rendre la vie la plus facile et lui donner le plus de plaisir possible. Nous, c'est notre seule mission. On fait pas voler les fusées, on fait rien faire. On donne juste ça. Ouais.
Vous le rendez accessible, votre luxe aussi, parce que par exemple, on peut aller déjeuner chez vous, hein, si on peut pas prendre la chambre. Au Brac, le comme toutes ticket les marques moyen de à luxe, déjeuner, en fait, c'est quoi? C'est 50 € à peu près par tête, un petit peu plus, mais vous pouvez prendre juste un cocktail. Ouais, c'est on peut aussi aller boire un verre. Boire un verre, 20 €. Pour 20 €, vous avez une. Le but, c'est d'ouvrir aussi bien sûr, ça. Hein. C'est très important. De toute façon, en fait, moi, je parle pas d'hôtel, je parle jamais d'hôtel. Je trouve ça passé aussi. Moi, pour moi, maintenant, les hôtels, c'est le passé. Moi, je parle toujours, en fait, de marque et de lieu de vie, parce que, alors maintenant, tout le monde redit la même chose. Hein, c'est toujours un petit peu comme ça, mais bon. Ça veut dire que c'est la rançon du succès, cher Emmanuel Sauvage. Voilà. Non, mais tant mieux, hein, tant mieux. Les lieux évoluent, et c'est vrai que c'est très important. C'est-à-dire que ça doit vivre tout le temps. Et en fait, comme une marque de luxe a des prix à des produits accessibles. Nous, en fait, on peut accéder au Brac pour 20 €, pour un Coca. On peut accéder à tous nos lieux juste pour ça. Et donc, chacun peut accéder à tout ça. Et c'est très important, en fait, de donner en fonction de ses moyens. On peut vivre un moment qui est quand même particulier où on n'a pas l'habitude d'aller. Et c'est très important, justement, je redis toujours ça. Nous, on est là que pour ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on aime ça, parce on doit aimer les autres pour ça. Et je redis, pour revenir sur tout ça, sur les sujets dont on a parlé, c'est extrêmement important d'aimer les autres pour pouvoir les entraîner. Entraîner les gens, vous le faites, Alexandre Jardin, et vous avez été d'ailleurs inspiré. Alors, je vais quand même parler de votre tout dernier livre, Les Magiciens. Merci pour la transition, cher Emmanuel Sauvage. Vous nous racontez vos maîtres aînés. Alors, c'est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Il y en a quelques-uns qui m'ont marqué, entre autres Yasuke, qui est le premier esclave africain devenu samouraï en 1580 au Japon. Il s'est complètement libéré de ses déterminants. C'est ça. Et qui nous apprend que on peut naître en Afrique au XVIe siècle et devenir samouraï. C'est incroyable. Mais vous pouvez être, vous appelez Obama, les Américains. Et devenir président des États-Unis. Mais les Américains n'ont pas élu un noir. Non. Ils ont élu un homme dont la qualité. Mais il ne s'est pas présenté comme Jesse Jackson. Il s'est présenté comme lui. Et aussi avec un couple magnifique. Bon, mais faut raconter une histoire en fait. Mais magiciens, ce sont des gens qui m'ont appris à penser autrement. Il y a aussi Nelson Mandela, il y a Stephen Hawking évidemment. Et il y en a une quantité énorme. Il y en a beaucoup. Il y en a une trentaine, et je pense que il y en a à peu près 25 qu'on ne connaît pas. Parce que l'histoire ne les retient pas. Je vais vous prendre un exemple qui s'appelle Gilles Hans, qui en 1434 est le premier navigateur, c'est un Portugais, qui va franchir ce qu'on appelait à l'époque le cap de la peur. Au large de la Mauritanie, il y avait un cap, et pendant 2000 ans, les Occidentaux n'y vont pas plus loin, parce qu'ils pensent qu'on tombe. Ils pensent que l'enfer démarre là où on tombe. Il y en a encore qui croient que la Terre est plate aujourd'hui. Et en 1434, il y a un type qui y va. Il descend. Alors d'abord, il faut mater la révolte sur le bateau, parce qu'ils pensent tous qu'ils vont mourir. Il descend dans le golfe de Guinée, il revient au Portugal, il va voir celui qui l'a envoyé, qui s'appelle Philippe le Navigateur, et il lui dit « on tombe pas ». Et à ce moment-là, Philippe le Navigateur dit « chut, nous on le sait, les autres connards croient qu'on tombe ». À ce moment-là, les Portugais vont, comme ils sont libérés de la peur, du cap de la peur, ils vont partir autour du monde, ils vont conquérir, ils vont faire les premiers... C'est les premiers conquistadors, quoi. Parce qu'ils ne sont pas prisonniers mentalement. Donc, c'est tout un symbole. Dès qu'on est prisonnier mentalement, on reste dans les caps de la peur. C'est ça, ce dont vous nous parlez dans ce bouquin, c'est ceux qui n'ont pas peur de penser, de vivre autrement. En fait, on parle de résilience aussi, non, Alexandre Jardin? De transformation. Ça suppose de modifier l'image de soi. Yasuke, cet esclave africain qui devient samouraï au Japon, il court le risque de modifier son identité. L'empereur japonais Mutsuhito au XIXe siècle, lorsqu'il comprend que toute l'Asie est en train de se faire coloniser, il est au courant que les peuples indiens d'Amérique du Nord sont en train de perdre. Tout à coup, il prend la décision d'ouvrir le pays le plus fermé au monde, le Japon, et de faire une révolution mentale. Ils envoient leurs gamins les plus brillants dans des académies militaires en Prusse. Ils les envoient en Occident. Ils décident d'ouvrir leur mental, et il prend une décision historique phénoménale. Changer de calendrier, changer le temps. Rentrer dans le temps de l'Occident et ne pas se faire coloniser. Et les Japonais n'ont pas été colonisés, parce qu'ils ont changé. Ils ont changé d'identité. Ils ont modifié. Ils ont couru le risque du changement identitaire. Et mon livre, Les Magiciens, invite à ça. C'est-à-dire, on peut traverser la crise.
le départ de révolution qu'on est en train de vivre. Vous pensez que c'est un départ de révolution qu'on est en train de vivre, Alexandre Jardin ? C'est impossible. Tout le monde sait très bien que c'est pas une crise des retraites. Tout le monde sait très bien que c'est la fin d'un système qui ne marche plus. Vous êtes d'accord avec ça, Manuel Sauvage ? Moi, je dis que c'est plutôt la forme et la fin du système. Je dirais pas jusque là. Je pense que c'est la forme et la façon de faire. Il y a déjà un problème de majorité déjà pour commencer. Et donc, est-ce que voilà, je pense que moi je dirais que le système peut encore est encore valable. Simplement on doit vraiment gérer d'une autre manière et on ne peut. Alors je veux dire. Le jour, j'ai été stupéfait, j'étais dans mon bureau, et quand j'ai vu qu'ils avaient passé ça au 49 ans, je me dis, mais je pense que même un collégien se doutait que ça allait finir comme ça. Je veux dire, à un moment, c'était ce qu'il y avait de pire qu'il fallait faire. Donc, moi, je pense que c'est plus une histoire de forme et il faut juste reprendre la méthode. Il faut modifier un peu l'identité. Il faut modifier un petit peu la gouvernement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que comme dans toute entreprise, comme moi, c'est l'univers que je connais plus. Je veux dire, parfois, on peut penser, parce que tout le monde a un peu d'ego, tout ça. À un moment, il faut savoir se le mettre de côté et puis se dire, bon, bah là, j'ai pas réussi. On avance, on trouve des solutions, on remet tout le monde autour de la table. Et peut-être que c'était pas la bonne réforme. Il fallait peut-être pas s'entêter comme ça. Il faut peut-être sacrifier certains trucs, c'est ça que vous dites. Ou alors faire différemment, parce que là, on a imposé un âge à 64 ans. Alors, moi, je dis que c'est pas le problème des retraites. Dans tous les autres pays d'Europe, ils sont au-dessus. En revanche, c'est quoi? C'est le niveau de vie, c'est l'inflation. Il y a déjà tout ça, mais c'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu aussi parler juste de trimestres supplémentaires, parce que celui qui a commencé à 20 ans, est-ce qu'il a envie? Il n'est pas forcément dans les métiers différents. En plus, c'est une usine à gaz, personne ne comprend rien, donc forcément, ça accentue. Il faut être clair dans la vie. Quand on est dirigeant, on doit être clair. Si on n'est pas clair, forcément, on passe pas les messages. Là, les messages étaient. C'est comme ça que vous faites avec vos employés, vous? Moi, je pense que je suis clair. Ouais. Voilà, je suis clair et je pense qu'il faut l'être. On a quand même globalement un système qui s'essouffle depuis 40 ans. C'est-à-dire que les gens refusent d'aller voter. Je dirais de plus en plus. Mais est-ce que c'est pas plutôt un problème de représentation, pardonnez-moi? Non, c'est un problème complètement global. C'est-à-dire parce que ça a quand même bien marché avant. Oui, mais même les chiffres ne marchent plus. C'est-à-dire que vous pouvez pas. On a 3000 milliards de dettes. Cette année, on va devoir en placer 270. Les gens, pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte. C'est difficile de comprendre ce que c'est 270 milliards, effectivement, je pense. Je vais vous donner deux chiffres. En gros, le budget de l'État en France, on dépense en 2023 500 milliards. Et on a 350 de rentrée. Vous entendez bien la différence? Oui, là j'entends. Quand j'étais ado, quand on parlait d'un déficit budgétaire, ça veut dire qu'il manquait 10-20. Mais pas 350 de rentrée. 500 c'est de pour sortie. ça qu'il faut réformer, non? Je sais pas. Non, mais c'est pour ça. C'est minime. La réforme est minime, de toute façon, par rapport à l'étendue de la dette. Là, je suis en train de vous dire la réalité financière. C'est autre chose. Et là, vous voyez bien que c'est systémique. C'est-à-dire qu'on peut pas, chaque année, envoyer à nos enfants 150 milliards de dettes supplémentaires. Non. C'est pas possible. Donc, en même temps, il faut que la solidarité fonctionne. En même temps, il y a plein de choses qui doivent fonctionner. Donc, vous pouvez pas garder un même système avec des déséquilibres pareils. Et puis, en gros, on a un décrochage de notre niveau de vie depuis 30 ans qui est spectaculaire. Mais ça, c'est un peu vrai dans le monde entier, Alexandre Jardin. Pas du tout. Ah bon? Absolument pas. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a vraiment des systèmes. Il y a vraiment des systèmes qui se sont enrichis spectaculairement. Je veux dire, le niveau de vie sur 25 ans, le différentiel avec les États-Unis, il y a avec des États où le niveau de vie augmente, mais où la pauvreté augmente également. En fait, tout augmente. Les inégalités augmentent. Je pense. C'est vrai que on va dire qu'en général, nous on était quand même dans des pays où on avait quand même justement un peu moins d'inégalités. C'était plus en osmose. On était plus en osmose. On est en train de reprendre, je pense, des grosses inégalités. On est globalement quand même dans un gros naufrage économique. Est-ce que ça serait pas un naufrage tout court? On va se poser la question juste après la coupure. On est avec l'écrivain Alexandre Jardin et Emmanuel Sauvage qui est à la tête du groupe Évoque Collection. On est bien sûr Sud Radio avec vous et vous restez là s'il vous plaît parce qu'on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent comme chaque dimanche. Encore un peu de temps, chers auditeurs, à passer ensemble ce soir avec l'écrivain que vous connaissez tous, Alexandre Jardin et Emmanuel Sauvage, une autre vision du luxe à la tête du groupe Évoque Hôtel. Messieurs, on va parler un peu de vous quand même, de vos parcours respectifs.
On va commencer par vous, Alexandre Jardin. Votre premier roman, vous l'écrivez à 20 ans. Il s'appelle Bille en tête. Et ça sera le prix du premier roman, quand même, en 1986. Puis votre deuxième, le bien connu Le Zèbre, il est adapté ensuite au cinéma par vous-même avec Vincent Pérez et Sophie. Non, c'est Fanfan. C'est Fanfan que j'ai adapté. D'accord. Le Zèbre a été adapté par Parce que par Le Poiret. Zèbre, il a été prix féminin, c'est pour ça que j'en parlais. Oui, voilà. mais c'est Jean Poiret qui l'a fait. C'est Poiret, j'ai inversé les Et qui deux. un jour m'a donné un coup de téléphone extraordinaire. Oui, allez-y. Il m'a dit, je vais mourir. Je suis amoureux de ma femme, Caroline Cellier. Et dans votre roman, le héros continue à séduire sa femme par-delà la mort. C'est le troisième acte. Je voudrais tourner ce film pour l'offrir à ma femme juste avant de mourir. Que c'est joli. Et ça a donné le film avec Caroline Cellier et Thierry Lhermitte. Alors ma question je peux plus vous la poser maintenant parce que j'allais vous demander si on parlait de chance ou de rendez-vous, mais là c'est clairement un rendez-vous quoi. C'était un rendez-vous avec votre écriture et puis un rendez-vous avec ce réalisateur ensuite et puis un rendez-vous avec votre chemin finalement, Alexandre, que vous vous êtes construit depuis le départ. Est-ce que c'est ça que vous vouliez faire au début, écrivain? Non, je ne savais pas parce que j'avais perdu mon père jeune quand j'avais 15 ans. Et mon père était écrivain et un très grand scénariste qui a écrit plus de 120 films, une grande partie des classiques des années 60-70. Oui. Et il était mort jeune. Donc pour moi, l'écriture, c'était un truc de gens qui brûlaient et qui mouraient. Et je voulais vivre, moi. Et puis un jour, j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre quand j'étais étudiant à Sciences Po. J'ai essayé de la monter et elle a atterri par quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue sur le bureau d'une femme. Il me rappelle et il me dit, elle voudrait te voir. Elle dirigeait Gallimard. C'est de la chance. Mais oui, mais je même. l'ai rencontré dans la rue. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait l'autre. Vous allez voir comment ça s'est C'est Luard passé. qui dit ça. Comme j'étais un très jeune con, je lui ai dit non. Parce que j'ai pas envie d'écrire des romans, j'ai envie d'écrire des pièces. D'accord. Et à ce moment-là, il me rappelle, il me dit, on vient dîner chez toi mercredi. Elle dit, ce jeune con ne sait pas. Je viens chez Vous lui. avez dû l'exciter en lui disant ça, lui donner envie en fait. Et je vois arriver une énorme femme de 120 kilos, ivre morte, c'est J'adore. génial, qui était à l'époque la plus grande éditrice de Paris, Ouais. Françoise Verny, Oui. bourrée, qui rentre en poussant un barrissement dans le salon, qui me jette sur une banquette et qui m'attrape et qui me dit, chérie, fais-moi un roman. Oh. Et, beau. et là, je me suis dit que si je voyais pas le destin quand il pèse 120 kilos et qui me coince sur le canapé chez ma mère, je ne verrai jamais. Et puis écrire, c'est devenu un peu comme respirer quand même après, chez vous, Alexandre Jardin. Je ne sais pas comment on fait pour supporter le réel en permanence sans le corriger. Ouais, c'est ça. Or là, avec un Et bic pourtant, c'est à une 20 certaine centimes... forme de réel qui vous inspire, vous, quand même, en général. Oui, mais j'ai tout le temps quand même un désir de le rectifier, de le rendre plus... De créer votre propre réalité. Oui, en de fait. le rendre plus... Mais c'est ce qu'il fait avec ses hôtels. C'est ce que vous faites, tout à fait, Emmanuel Sauvage. Il a trouvé des clients qui sponsorisent, c'est Je folie. vous ai pas mis au son pour rien. Ah non, je vois ça. Alors, vous, Emmanuel Sauvage, l'hôtellerie, vous êtes littéralement tombé dedans très jeune quand même. Hein. Ah oui, j'aime beaucoup. Ouais, oui. C'est ça. Toujours Vous avez aimé. débuté par un BTS de gestion hôtelière. hôtelière. Et c'est un truc, c'était une velléité d'enfant, quoi. Bah, c'est vrai que j'ai toujours aimé les hôtels. J'ai toujours été à l'hôtel depuis l'âge de tous mes souvenirs. Et c'est vrai que l'hôtellerie, en fait, j'ai toujours aimé ces balais de serveurs, cette vie d'hôtel. J'ai toujours trouvé ça passionnant. J'ai toujours trouvé ça hyper sympa et en tant que client très agréable. Et je trouve que c'est vrai que finalement, c'est la continuité de tout ce que j'ai aimé depuis toujours, depuis tous les premiers souvenirs que je peux avoir. Je pense que c'est les souvenirs de vacances dans les hôtels. D'accord. Et alors, pardonnez-moi l'expression, mais vous êtes la preuve que l'escalier social fonctionne. J'aime bien dire l'escalier parce que l'ascenseur, c'est un peu trop facile. Donc pas mal, l'escalier, il c'est pas mal. fonctionne en France, parce que vous avez débuté en tant que réceptionniste. Bah oui, parce que Vous ça, avez c'est fait des tous les échelons. quoi. Oui, moi je pense que c'est très important parce que de toute façon, c'est des métiers d'expérience. Alors même maintenant, les études se sont beaucoup allongées depuis que je suis un peu plus vieux. Les études se sont beaucoup allongées depuis, mais c'est quand même des métiers avec il faut de l'expérience parce que de toute façon, Il faut être sur le terrain. il faut être sur le terrain, il faut comprendre, comme je disais tout à l'heure,
les clients, comprendre aussi chaque poste, parce que si on n'a pas eu ces expériences-là, c'est compliqué de comprendre le pourquoi du comment. Moi, je pars du principe que c'est très important, et pour concevoir aussi les hôtels. C'est quand vous voulez concevoir quelque chose, moi je vais essayer quand même de rester toujours un maximum quand même assez proche des hôtels et des exploitations pour pouvoir ne pas être en décalage complètement avec ce que souhaite le client. Si vous n'êtes pas au cœur du réacteur régulièrement, vous êtes complètement décalé. Comme certains. Et oui, on le nommera pas. On le nommera pas, mais c'est très important. Oui, on doit être toujours dans l'action et au cœur de l'action. Si on ne l'est pas, on arrive à être forcément décalé et forcément on n'arrivera pas à créer le lien avec le client ou avec qui que ce soit. Donc finalement, il faut connaître le terrain, il faut avoir une vraie passion. Ça serait quoi, par exemple, les quelques conseils que vous donneriez aux jeunes qui ont envie de se lancer dans l'hôtellerie, justement? Alors, je voudrais juste revenir sur l'escalier social. Oui. En fait, à l'époque, c'était possible et aujourd'hui, on va dire... Ça l'est toujours. Voilà, ça l'est toujours. Oui. Alors, c'est vrai que vous avez raison que l'ascenseur social, en plus, je trouve pas ça très joli, je trouve ça même péjoratif. Oui. On Moi, n'appuie pas sur un bouton quand voilà, on bosse, et puis même pour les jeunes d'aujourd'hui, je trouve ça péjoratif. On va dire, ah bah toi, t'as pas réussi, claque un coup de restauration ou d'hôtellerie. Bon, moi, je trouve ça très péjoratif. Mais ce qui était vrai souvent des métiers de la main aussi, qui sont beaucoup plus valorisés qu'avant. Et c'est vrai qu'on a cette chance aujourd'hui. On manque beaucoup de main d'œuvre, et c'est pas forcément pour les raisons pour lesquelles dans les médias on entend toujours, parce qu'on reste sur des acquis d'il y a 20 ans ou 30 ans, comme quoi on faisait beaucoup d'heures, comme quoi c'était difficile, comme quoi bon, voilà, c'est comme ça. Bah non, c'est complètement différent. Alors racontez-nous pourquoi c'est différent. Bah parce que maintenant vous faites 35 ou 39 heures, vous avez des repos consécutifs. À l'époque vous n'aviez même pas de repos consécutifs. À l'époque vous faisiez 45 heures minimum, voire beaucoup plus. Vous êtes en coupure vous chez vous? Non, il n'y a pas de coupure chez nous. Non, il n'y a pas de coupure, mais plein de choses. Et donc du coup, c'est vrai que on a une image très difficile. Je vous dis, c'est des métiers où c'est passionnant. Quand vous êtes, par exemple, vous êtes chef de rang au cinéma. Bon bah écoutez, je pense que vous êtes chef de rang au cinéma, vous passez pas une mauvaise soirée non plus. Vous travaillez, vous dansez. Bon voilà, vous pouvez faire des bons moments. Et donc du coup, justement pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'actuellement, je trouve que c'est extrêmement important, parce qu'on a des jeunes parfois qui sont dans des banlieues, qui ne savent pas quoi faire et tout. Ben on doit les accompagner pour justement aller les chercher, pour les remettre dans l'emploi. Et je trouve qu'on a ces métiers qui sont encore des métiers où on peut justement ne pas avoir bac plus 5 ou dans une particularité pour pouvoir continuer et avancer. Et donc on est, je pense, c'est encore des métiers très importants justement pour pouvoir mettre tout le monde ensemble. Finalement, Emmanuel Sauvage, donner envie, c'est aussi ce qui donne l'excellence. C'est-à-dire, si on a envie, on fait bien, quoi. Bah, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que, et de toute façon, et dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qui est très important, on fait bien si vous êtes bien. On vous a bien élevé, quoi. Voilà, j'allais dire, si vous êtes bien, vous le rendez. Si vous êtes malheureux parce que vous êtes mal dans ce que vous faites, vous n'êtes pas bien, donc vous ne serez pas bien avec le client. Ouais, c'est très logique. C'est très important. Donc Alexandre Jardin, Emmanuel Macron, ils devraient se sentir mieux pour que la France se sente mieux. C'est une question bête, mais c'est la première qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pensez que finalement, il n'est pas forcément à l'aise dans son siège? Il y a, je pense clairement, un problème de relation avec les autres. Je crois que c'est assez évident. Et ça, ce sont des choses qui c'est pas un point de vue politique. Non, non, clairement pas. C'est un point de vue humain. Oui, voilà. Lorsque vous avez un leader qui est profondément connecté à lui-même ou à elle-même, vous pouvez entrer en contact avec cette personne. Quand quelqu'un est très absent de sa propre personne, donc on parle d'incarnation, quoi. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Ça inspire pas confiance, quoi. Ça fait que la relation est compliquée. Ouais. C'est-à-dire, en fait, si la personne n'a pas une relation puissante avec elle-même, j'écoutais ce matin Laurent Berger. Oui. Laurent Berger, il n'en parle jamais, mais c'est évident que c'est un homme qui a une foi. C'est un homme qui est mu par autre chose que le carriérisme. Il n'est pas là pour ça. Et du coup, on l'écoute. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. On n'est pas forcément d'accord. Mais on tend l'oreille, quoi. Mais il y a un type de leadership qui n'est pas mécanique, qui est je prends cet exemple, on peut en sortir plein d'autres. Mais je pense que si un leader a une mauvaise relation avec soi, quoi. C'est très problématique. On va peut-être l'envoyer faire un stage chez Emmanuel Sauvage, le président Macron. On l'accueillera avec très très grand plaisir. Ouais. Justement, il sera au contact de toute la réalité du terrain. Voilà. À la réception. Oui, sur les étages. Pourquoi pas. Sur les étages. En quelques mots, Alexandre Jardin, avant qu'on se quitte, il ne reste plus beaucoup de temps. Votre tweet là, votre livre, ce livre est mon secret, l'obscur, le plus obscur de ma vie. Alexandre Jardin, vous voulez bien nous dire de quoi il s'agit? C'est un roman, un récit? Qu'est-ce que vous nous préparez là pour la rentrée de septembre?
de temps en temps, dans votre vie, vous sortez un livre qui crée un avant, un après. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, avant celui-là. Avant d'acheter la maison ou pas? J'avais écrit un livre qui s'appelle Des gens très bien. Oui, qui parle de votre famille. Oui, sur mon grand-père qui était extraordinairement collabo. Oui. Et tous les questionnements énormes. Que ça a provoqué chez vous. Parce qu'il était directeur de cabinet de Pierre Laval. Oui, je crois. En 42-43. Et sortir ce livre a été quelque chose de... Un soulagement, quoi. Oui, mais d'énorme. Et en même temps, c'était une sortie de livre très très compliqué parce que... Un peu flippante, quoi, pardonnez-moi le terme. Oui, c'est au cœur du problème français de nos familles et de notre rapport au réel et au déni. Et ce livre qui sortira début septembre est pour moi une étape aussi considérable. D'accord, c'est tout ce qu'on saura. C'est un roman aussi, hein. Non, mais je vais vous dire pourquoi j'en parle pas. Parce que en fait, ça me fait du bien qu'il soit. Vous l'avez tweeté quand même. Oui, non, mais il faut être patiente. Non, c'est pas ça. Mais il le tweet, on a envie de savoir. Mais on est journaliste par ici. Hein. Mais ça me fait du bien d'avoir encore quelques mois. Ça fait du bien de faire traîner le mystère un peu. Non. C'est moi, ça me fait du bien de pas qu'il n'existe pas encore. Qu'il soit pas encore concret. Oui, voilà. Parce que quand il va sortir, ça va changer des trucs, quoi. Hein? Je pense que je passerai beaucoup de temps en Ontario à ce moment-là. Oh, il y a une dame qui l'attend de l'autre côté. On en arrive à la dernière question de cette émission, mes chers auditeurs et chers messieurs. Je vais commencer par vous, Emmanuel Sauvage. Que dirait l'enfant que vous étiez à l'adulte que vous êtes aujourd'hui? Continue comme ça, garde ta liberté. Moi, c'est l'essentiel, c'est d'avoir sa liberté de faire, sa liberté de penser. Et continuer à prendre que du plaisir. En fait, le jour où tu ne prends pas de plaisir, tu dois arrêter, tu dois faire autre chose. Ça, vous y croyez déjà quand vous étiez petit, quoi? Je pense, ouais. Pour moi, je pense que l'essentiel de la vie, c'est de prendre plaisir. Elle peut être courte, parce que parfois, on voit des choses qui sont brutales sur des gens qui ont justement, qu'on fait que du bien, on va dire, voilà. C'est pas des gens très bien, qui ont une vie très saine et tout. Et donc, je trouve qu'il faut prendre le plaisir. On sait pas pour combien de temps on est là, et tout le reste doit être, on va dire, banni. Bien. Et alors vous, Alexandre Jardin, que dirait-il ce petit garçon à l'adulte que vous êtes aujourd'hui? Trouve plus vite ta femme. Maintenant que vous avez l'adresse, c'est plus facile, vous pouvez lui envoyer par coursier. C'est joli. Parce que, chers auditeurs, vous l'aurez compris, notre cher Alexandre Jardin est en train de vivre une histoire d'amour avec une femme qu'il aura donc rencontrée de l'autre côté de l'Atlantique en virtuel pendant le Covid, avec qui, je répète tout ce qu'on s'est dit pendant l'émission, et avec qui, avant de la rencontrer, il a acheté une maison. Alors si vous êtes capable de faire ça, c'est peut-être que vous avez tout compris. On finit là-dessus? Vous avez quelque chose à dire? Allez-y, Alexandre Jardin. C'est extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui met tout à son plus haut niveau. Ouais. Le jour où vous rencontrez quelqu'un comme ça, mais vous le courez après. Je le lâcherai pas. Même si elle est même s'il est en Ontario. Bon, j'achèterais peut-être pas une maison avant de le rencontrer. Ça dépend, faut se laisser porter parfois quand même. Oui, c'est très important de se laisser porter. Voilà, laissons-nous porter. C'était un plaisir de vous recevoir, Emmanuel Sauvage, Alexandre Jardin. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici et chez vous. Chers auditeurs, il faudra patienter jusqu'à la rentrée de septembre pour découvrir le prochain ouvrage de Alexandre Jardin, le futur roman dont on ne saura rien. Ça sera chez Albin Michel, ça on le sait, ça sera en septembre. En attendant, n'hésitez pas à lire Les Magiciens, c'est son ode à ceux qui ont pris leur vie en main, et puis ça vaut le détour. Emmanuel Sauvage, toutes les actus du groupe Évoque Collection, c'est à retrouver sur votre site, c'est ça, évoquecollection sans s.com. Une petite actu. Une ouverture à Venise en juin d'Anolinski. Voilà, on a hâte enfin de l'ouvrir. Le Covid nous a fait prendre un petit peu de retard. Venise. C'est ma deuxième ville en ce moment. Pour ceux qui auront envie de faire des petits week-ends, il y aura une belle adresse. Chers auditeurs, nous on a rendez-vous dimanche prochain à 19h sur Sud Radio. Vos émissions C'est Excellent sont en podcast sur sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux, puis Deezer, etc. Merci à Lucille qui réalise pour vous aujourd'hui et aux équipes de Sud Radio, votre radio préférée. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent.